Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La Fondation Saïdat El-Ard a honoré le président de la République, Abdelmajid Tebboune, en le désignant personnalité de l'année 2020. Cette honorification s'est déroulée en simultané à partir de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée. Les membres du Conseil de la Nation ont adopté ce lundi à Alger à la majorité la loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2018. C'était lors d'une séance plénière présidée par Salah Boudjil, président par intérim du Conseil. Invité du forum de la chaîne 1 de la radio algérienne, le président de l'ANI est revenu sur plusieurs points en rapport avec les prochaines échéances électorales. Le compte-rendu complet à suivre tout à l'heure. Et la Confédération algérienne du patronat citoyen a lancé ce lundi GIL KPC dans le but de renforcer le travail participatif entre l'entrepreneuriat des jeunes pour la création de la richesse et des emplois. Bienvenue à tous. La Fondation Mouassasat El-Ard a honoré le président de la République, Abdelmajid Tebboune, en le désignant personnalité de l'année 2020. Cette honorification s'est déroulée en simultané à partir de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée. Wissam Abou Zaid, Mounena Ouelhamoudi. Près du barrage militaire de Qalandia, qui lie la ville de Ramallah en Cisjordanie à la ville occupée d'Al-Quds, des dizaines de ballons festifs ont été lancés. La fondation palestinienne Saïdat El-Ard vient de désigner le président Abdelmajid Tebboune personnalité de l'année 2020 pour son soutien à la cause palestinienne et son opposition face aux accords de normalisation entrepris par certains pays arabes. Nous sommes ici en signe de reconnaissance envers l'Algérie d'abord, mais aussi pour rendre hommage au président algérien pour sa position constante et historique envers la cause palestinienne. Nous commémorons aussi le 43e anniversaire du décès de l'ancien président algérien, Houari Boumediene. La cérémonie s'est déroulée par visioconférence simultanément depuis la bande de Gaza et la Cisjordanie au siège de l'association algéro-palestinienne La Fraternité, et ce en présence de plusieurs personnalités palestiniennes qui ont réaffirmé les nobles positions du président algérien envers la cause palestinienne. Nous présentons nos sincères félicitations au peuple algérien, à leur tête le président de la République, et nous leur disons que c'est de vous que nous avons appris la lutte pour la liberté. Nous vous devons tout le respect et nous sommes très fiers de vous. Ici, tous les présents ont tenu à exprimer, chacun à sa manière, sa reconnaissance envers l'Algérie qui a toujours soutenu le peuple palestinien dans son combat et qui a également soutenu toutes les causes justes à travers le monde. À travers sa décision souveraine, consistant en le soutien infaillible à l'unité et à la liberté de la Palestine, mais aussi l'opposition face à la normalisation avec l'entité sioniste, le président Abdelmajid Tebboune a affiché clairement la position politique constante de l'Algérie contre ces pays qui se précipitent à signer les accords de normalisation avec l'entité sioniste, ce qui va à l'encontre des principes et des valeurs de la Ligue des pays arabes. Cet hommage rendu au président de la République sur la terre de Palestine est un message fort de la part d'un peuple qui souffre encore des affres du colonialisme et atteste que la position historique et honorable de l'Algérie restera gravée dans l'histoire et tourmentera à jamais tous ceux qui ont oublié la cause palestinienne. La cérémonie de remise des trophées pour les lauréats de la première édition 2020 du concours national de la meilleure oasis en Algérie, organisée par le ministère délégué chargé de l'agriculture saharienne, est placée sous l'égide du président de la République, Abdelmajid Tebboune, au Centre international des conférences. L'événement se passe en ce moment même où nous retrouvons Walid Yousfi. Walid, bonsoir. Comment se passe cet événement, vous qui êtes sur place au niveau du Centre international des conférences ?
Alors oui, en effet, Zoher, nous sommes aujourd'hui au CIC où se tient la cérémonie de remise des prix du premier concours national de la meilleure oasis. Un concours qui a été lancé par le ministre délégué chargé de l'environnement saharien et qui en est à sa première édition. Un concours auquel participent pas moins de 14 wilayas. Donc il s'agit ici de mettre en avant la richesse et la culture du sud algérien, mais aussi la beauté de ces oasis. Donc pour l'heure, le nom du grand gagnant n'a pas encore été annoncé. Nous reviendrons vers vous avec plus de détails dans nos prochaines éditions, Zoher. Merci Walid Yousfi. Je rappelle, vous étiez en direct avec nous à partir du CIC pour suivre cette cérémonie première du genre concernant la distinction de la meilleure oasis en Algérie. Dans le reste de l'actualité, les membres du Conseil de la Nation ont adopté ce lundi à la majorité la loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2018 lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président par intérim du Conseil bien sûr. Lors de cette séance de vote tenue en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, avait affirmé que la durée de présentation de la loi de finances devant le Parlement sera réduite à l'année référentielle N1 à partir de l'année 2021, ce qui permettra une meilleure maîtrise des dépenses et davantage de transparence conformément au programme de réforme de la finance publique prévu dans le programme du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a eu ce lundi un entretien téléphonique avec son homologue chinois Li Keqiang, au cours duquel ils ont réitéré l'attachement ferme des deux pays à poursuivre la concertation bilatérale pour la mise en œuvre des projets et programmes de coopération convenus au titre du partenariat stratégique global algéro-chinois. Ce deuxième entretien téléphonique, qui suit celui que les deux premiers ministres avaient eu le 31 mars dernier, avait été l'occasion aussi de passer en revue l'état des perspectives des relations bilatérales dans le cadre du partenariat stratégique. Les deux premiers ministres ont également abordé l'ensemble des questions liées à la coordination des efforts des deux pays dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Et puis, Jarrad et son homologue chinois ont enfin réitéré l'attachement ferme des deux pays à poursuivre la concertation bilatérale pour la mise en œuvre des projets de programmes de coopération convenus au titre du partenariat qui lie les deux pays. Un autre événement, aujourd'hui, cette intervention du président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi. Il s'est réuni aujourd'hui pour réunir la presse pour présenter les grands axes du rapport final sur le déroulement du référendum de la révision constitutionnelle du 1er novembre dernier. C'est un rapport présenté par la commission d'élaboration du rapport de l'opération référendaire. À cette occasion, le président de l'ANI avait salué les efforts consentis par l'autorité pour le bon déroulement de ce rendez-vous important, ce rendez-vous électoral. Il faut noter que ce rapport final est également disponible sur le site officiel de l'ANI. Invité du forum un peu plus tôt dans la matinée de la chaîne 1, le président de l'ANI est revenu par ailleurs sur plusieurs points en rapport avec les prochaines échéances électorales, les échéances législatives et locales, et notamment la loi organique relative au régime électoral censée permettre le parachèvement du processus post-constitution. Le compte rendu ce matin est signé Bouchra Bouali. Même si elle n'a pas force exécutoire, la nouvelle constitution est un acquis national bien préservé, dira le président de l'autorité nationale indépendante des élections, invité du forum de la chaîne 1 de la radio algérienne, et d'ajouter que la Constitution justement ne prévoit pas de délai butoir pour sa promulgation par le chef de l'État. Le chef de l'État, comme je l'ai dit, n'est pas par un délai pour promulguer la Constitution. Il peut le faire une semaine ou un mois. Rien dans la Constitution ne prévoit son appréciation. Abordant la question du contenu du projet de organique relative au régime électoral confié à la commission Ahmed Laraba en prévision de la tenue des législatives et des locales anticipées, Mohamed Sharfi a affirmé que tant que la dite commission n'a pas rendu sa copie, il n'était pas en mesure de révéler sa teneur, déduisant toutefois, conformément aux orientations du président de la République, que le projet de régime électoral est censé consacrer le principe de l'égalité des chances pour la candidature en bannissant le système des quotas dans la répartition des sièges et en garantissant un financement par l'État de la campagne électorale des jeunes candidats. Mohamed Sharfi a par ailleurs mis en garde contre toute menace pouvant compromettre le consensus national qui, a-t-il dit, était le socle de l'état de droit. Et c'est justement sur cette base qu'il serait logique, selon lui, que les consultations soient élargies aux partis politiques.
Le président de l'ANI a d'autre part affiché son désaccord avec certains partis politiques qui appellent à l'organisation des élections législatives et locales le même jour pour contrer l'abstentionnisme. Pour Mohamed Sharfi, la tenue d'une double élection poserait un problème de logistique. Pour organiser les élections législatives et locales le même jour, il faut 9000 juges. Or, nous en avons que 6000. Donc le seul obstacle est matériel, d'autant que la loi ne l'interdit pas. Enfin, il est prévu, selon Mohamed Sharfi, la réorganisation des structures de l'ANI pour se conformer aux dispositions de la nouvelle constitution. Et puis à Tissim Silt, deuxième et dernière journée de la visite du conseiller auprès du président de la République chargé des zones d'ombre, Rahim Brad, cette sélection de projets de développement au profit des zones d'ombre. Walid Yousfi. Raccorder le réseau d'alimentation en eau potable au réseau électrique ou encore la construction de nouvelles routes wilayales et communales, les zones enclavées de la wilaya de Tissim Silt ont bénéficié de plusieurs projets de développement local durant cette année. Des projets qui interviennent dans le cadre du plan de l'État pour le développement des zones reculées. Cette route est vraiment très importante pour nous. Elle relie notre région au chef-lieu de la wilaya. Elle facilite également l'accès à l'hôpital, ce qui est primordial. Nous sommes très contents. Nous ne souhaitons que du bien pour notre pays et nos enfants. On veut qu'ils aient accès aux études et aux soins. Je remercie les autorités locales pour ces projets qui nous ont beaucoup aidés, mais nous manquons encore de certaines choses. Aujourd'hui, les habitants de la région ont vu qu'il y avait des ateliers et des projets qui sont réalisés et d'autres toujours en cours. C'est un message d'espoir pour eux. Ils savent à présent que les projets qui n'ont pas encore été réalisés vont être concrétisés. Lors de sa visite dans la région, le conseiller auprès du président de la République chargé des zones d'ombre, Ibrahim Marad, a annoncé la mobilisation d'une enveloppe financière de pas moins de 110 milliards de dinars consacrée au développement de 2021. Cette année sera fructueuse, compte tenu de la mobilisation d'une enveloppe financière consacrée au développement des zones d'ombre au niveau national, dans le cadre de la loi de finances 2021, laquelle comprend 50 milliards de dinars au titre des plans communaux de développement, 20 milliards de dinars pour les projets d'amélioration du cadre urbain et 40 milliards de dinars pour l'aménagement des routes dans le cadre du programme du ministère des Travaux publics, avec la contribution du ministère de l'Énergie. Une enveloppe financière qui permettra la réalisation de nombreux projets de développement qui sont à même de contribuer à la relance de l'économie locale des régions reculées. La lutte antiterroriste, on en parle ce soir, suite à l'exploitation du terroriste Khan Ahsan Di Abou Dahdan. D'informations de sa part. Il a été capturé, il faut le rappeler, le 16 décembre dernier lors d'une opération de recherche et de ratissage menée près de la commune d'Al-Ansar à Djidjel, en 5e région militaire. Un détachement de l'armée nationale a découvert et détruit aujourd'hui même dans la localité de Djebel Boutrouil, dans la même zone, 5 casemates pour terroristes et a récupéré la somme de 80 000 euros qui s'est avérée être la première tranche de la rançon, objet du marché conclu le mois d'octobre passé au Sahel, est supposé être versé au profit des résidus des groupes terroristes traqués par les services de sécurité au nord de notre pays. Cette opération, toujours en cours, s'inscrit dans la dynamique des efforts consentis sur le terrain et confirme une fois encore l'efficacité de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale pour venir à bout du fléau du terrorisme et assécher ses sources de financement. L'armée nationale populaire qui a opéré, il faut le rappeler, des saisies de drogue records ces derniers jours dans la bande frontalière algéro-marocaine. On parlait hier de plus de 27 quintaux de kif traités saisis ces 2 derniers jours par des détachements combinés de l'armée nationale populaire aux frontières avec le Maroc dans la zone frontalière d'Oum-Lachar à Tindouf. Une importante quantité de kif traités s'élevant à 18 quintaux et 61 kg avait été saisis. 6 quintaux et 71 kg de la même substance à Béchar, toujours à l'extrême ouest du pays. Et puis également un autre quintal et 70 kg saisis à Oran et Tlemcen. Un bilan plus détaillé de l'armée nationale populaire revient avec des chiffres de saisie qui remontent jusqu'au 25 du mois de novembre dernier. Et pour donner un total de saisie, un chiffre de 65 quintaux
et 89 kg saisis et l'arrestation de 92 trafiquants de drogue. Alors parmi ces trafiquants, 2 ont été arrêtés récemment par les éléments de l'armée nationale populaire. Ils sont de nationalité marocaine. Ils avaient tenté d'introduire du cannabis sur le territoire algérien. Ils expliquent leurs actes par les conditions de misère qu'ils endurent au quotidien dans le Maroc. Le trafic de drogue a été pour eux une source de revenus pour nourrir leur famille. On écoute leurs déclarations. Ils avaient été arrêtés récemment par les éléments de l'armée nationale populaire. العصيبة البلد اللي حاط فيها ساكن فيها معدر الكبش احنا نسميوها معدر الكبش بعرفة المغرب 55 عام زيرني الزرد ما يلقاو ولادي ما ياكلوا نرعى مابقاش نرعى الناس اليوم ما بقاو لي الشياهي كملهم الجفاف وقالوا لي نعطوك 400,000 قلت نجيبها نعتق بها الله غالب ما لقيتش خبز ولاد. شكون اللي قالوا لك نعطوك 400,000؟ قالها لي هذا سليمان اللي هرب. مهربة بارون هذا مغربي. مغربي أودي جبدوني واش ما عرفت لا العسكر ولا كان عندي المخدرات. شحال؟ إيه؟ شحال كانت عندك؟ واش 10 واش مهم أنا ما عارف ودي شحال. المهم كانت عندك مخدرات. إيوا هاك كانت عندنا واش نديروا لها راها معانا درك. كيفاش دخلتوا على الحدود؟ الحدود قلت لك جاني سليمان وجينا عندنا احنا الفوسي دخلنا على راس واد عيسى. الزلط هو اللي زيدنا لهذا الشيء هذا. نشقوا ما كانش حاجه اخرى. ندمت على الخدمه؟ ندمت ولله الله والندامه ما عندها ما دير رحمه الله سبحانه له. انا زيدني الزلط. جلول بن عبو سكن في بو عرفه انا مغربي. مغربي. واه. شحال عمرك؟ زيد في 81 انا ما قاريش. يعني 39 عام. واه. علاش جيت للجزائر؟ قبح الله الفقراء الشاف. ما لقيت ما نوكل ولادي شويهات كملتهم قضيتهم وما لقيت ما نوكلهم. جاني هذا سليمان قال لك راني عندي واحد السخره وعندي واحد اخرى يلا تمشي معايا جابني الزلط. هذه هي الشاف. خلصك باش تهرب مخدرات للجزائر. انا من النهار اللي هضرت معاه ما نحسبش مخدرات. حسبتها شي سلعه ولا شي حاجه. منين جيت قال لي ودي ديه معنا هاد الصوالح نوصلوهم ونجيو. ايوا قبح الله في الزلط. الزلط حازني على هاد الشيء. ما لقيت ولادي ما ياكلوا عندي وليدات ولا هاي الله محمد رسول الله. كيفاش تدخلوا للجزائر؟ انا ما عارفش الطريقه الشاف عارفها سليمان عمري جيتها ولا عارفها. جايبني سليمان قال لك سليمان تبعني قلت لك زيد قلت لك وقف قلت لك المهم قال لي منين ما دزت انا دوز معايا. هاد السلاح عطاه لي سليمان كانت عنده هو الصاك ديالو ثقيل وانا كان الصاك ديالي شويه خفيف وكاع ملي جبنا السلعه تمشينا بعجبي قال لك ودي هز هذا السلاح. واه انا ما عارف لا ما والو هزيته وبقيت نتمشى معاه. والله الشاف ما ناوي ما ندير به وما عارفلوش كاع. ملي جا هو ثقيل وكان الصاك ديالو ثقيل قال لي انت راه الصاك ديالك شويه خفيف هز هذا السلاح عليا. والذخيره اللي كانت عنده هذا الكرطوش هذا منين جبته؟ كل شيء من عند سليمان. ما نعرفش كاع انا نسيري يا كيشد هذه تبقى عندك صافي. Le ministère de la Numérisation et des Statistiques organise une rencontre au siège du Centre de recherche sur l'information scientifique et technique à Ben Aknoun. Le propos, comment développer des écosystèmes dans le secteur de la numérisation. Explication Yasmine Massaoudi. L'écosystème numérique est l'ensemble des outils web synchronisés dont dispose une organisation. Il est conçu pour accompagner la démarche commerciale de l'entreprise. Le but, capter des publics et interagir avec eux pour une meilleure communication. Développer cet écosystème au niveau national était l'objet de cette rencontre présidée par le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Mounir Khaled Berrah, afin de promouvoir la création d'écosystèmes adéquats permettant l'émergence d'une industrie numérique créatrice de richesses. En effet, un écosystème développé est un facteur déterminant pour assurer la réussite de la transformation numérique tant souhaitée par les pouvoirs publics, dans la mesure où cet écosystème apporte un soutien extrêmement important au plan opérationnel. Un écosystème développé doit regrouper l'ensemble des parties prenantes dans la numérisation, ainsi constituer des facteurs majeurs dans l'accélération de la numérisation des administrations et des entreprises. La numérisation
a une partie qui est le développement des solutions numériques, qui est la production de la ressource humaine, et c'est l'écosystème qui doit le faire. C'est pour ça que je parlais d'une action qui consistait à recenser l'ensemble des acteurs. Et puis, il est effectivement déterminant d'adosser le fonctionnement de cet écosystème à un cadre réglementaire qui permette de définir les rôles et les missions de chacun. Face à un écosystème numérique en rapide évolution, les acteurs économiques et sociaux devront s'adapter à ces nouvelles pratiques. La Confédération algérienne du patronat citoyen, la KPC, vient de lancer ce lundi à Alger Jil KPC, dans le but de renforcer le travail participatif entre l'entrepreneuriat des jeunes pour la création de la richesse et des emplois. Malienne Damis. Plus de 20 coordinateurs ont été rassemblés pour présenter le plan d'action de Jil KPC, axé sur le rôle crucial des jeunes innovateurs au niveau local en matière de création de richesse et d'emplois. Objectif, renforcer le travail participatif. En notre qualité de partenaire économique, nous avons formulé aux autorités publiques plusieurs propositions depuis le début de la crise sanitaire en vue d'accompagner les entreprises dans la préservation de leurs activités économiques. De son côté, le président de Jil KPC, Chemseddine Bezzitouni, a fait savoir qu'Alger est aussi une capitale qui attire les entrepreneurs algériens résidant à l'étranger. Le deal aujourd'hui est aussi une sorte de phare qui appelle et qui éclaire sur la destination de l'Algérie à travers toutes ces régions et non pas que Alger. Nous avons une deuxième génération de diaspora ou une troisième éventuellement qui a fait ses études, son éducation nationale en Algérie, ses études universitaires parfois, qui est parti pour de la post-graduation, qui est parti pour du travail et qui a besoin aujourd'hui de revenir. Il est beaucoup plus facile d'investir dans l'entrepreneuriat, dans des écosystèmes où il y a beaucoup d'opportunités, comme tous les investisseurs étrangers, que d'aller créer une entreprise dans un pays où la concurrence est un peu plus dure, sans parler des autres aspects de la société. Pour surmonter les séquelles de la crise sanitaire, l'année 2021 doit être celle du décollage économique, mettant en avant l'importance du travail participatif. L'actualité marquée également par ce drame routier à Ain Defla. 5 personnes ont trouvé la mort, 12 autres ont été blessées dans un carambolage survenu hier sur le tronçon de l'autoroute Est-Ouest. Un carambolage qui avait impliqué 5 véhicules et 2 semi-remorques. Le bilan Covid pour aujourd'hui, 382 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 352 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, selon le comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus. L'actualité à l'étranger, la France et l'Espagne, 2 États membres de l'Union européenne, sont complaisants avec l'occupant marocain en ce qui concerne le conflit au Sahara occidental. C'est ce qu'a affirmé le représentant du Front Polisario en Europe et à l'UE, Oubi Bouchraya, déplorant l'attitude de ces 2 pays qui ont montré leur disposition à piétiner le propre droit pour plaire au régime d'occupation marocain. Le membre du secrétariat national du Front Polisario a indiqué que tous les États membres de l'UE sont dans la même position générale du respect de la légalité internationale, mais la France et l'Espagne sont très complaisants. Il a salué la position des autres pays européens, à l'instar des pays scandinaves et de l'Allemagne, et qui a récemment convoqué une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter du conflit du Sahara occidental. Par ailleurs, le responsable sahraoui avait rappelé que le Front Polisario a introduit 2 appels au niveau de la Cour de justice européenne contre l'extension des accords commerciaux de l'UE avec le Maroc au Sahara occidental et que les résultats devraient être connus au plus tard au mois de juin 2021. Un célèbre hacker américain, Chris Coleman, pirate de plusieurs sites officiels et mails de hauts responsables marocains, dévoile un plan marocain de campagne d'hostilité à l'encontre du voisinage, notamment contre l'Algérie. Les détails avec Naïma Chekchek. Un hacker qui ne ménage guère le régime marocain et qui démasque toute une entreprise de diffamation contre l'Algérie. Chris Coleman, qui pirate plusieurs sites officiels et mails de hauts responsables marocains, a mis à nu un plan malveillant visant à noircir, diffamer et à atteindre la stabilité de l'Algérie.
Ce plan dévoilé par le hacker touche tout le voisinage du Maroc, le Polisario notamment. Il précise que les renseignements marocains font passer une entreprise française qu'ils ont créée pour une couverture permettant d'exécuter leurs objectifs. L'entreprise en question est censée être orientée vers la prestation de services en communication. Or, elle travaille finalement pour le compte des renseignements marocains et s'adonne aux fake news et à la propagande, confirme Chris Coleman. Avant de poursuivre, la société Sbir du Marzen, depuis des années en France, s'acharne principalement contre l'Algérie et le Front Polisario en menant des campagnes d'information pernicieuses. Le hacker, qui fait état de documents et preuves matérielles en sa possession, affirme l'existence d'une coordination entre les responsables de la société Écran et des hauts gradés marocains, en ce sens que bien des rencontres périodiques sont tenues entre les deux parties et lors desquelles s'échangent les instructions et les rapports, dit-il. Citant plusieurs sources médiatiques, le hacker américain a indiqué que les responsables de cette société sont depuis 2005 sous les ordres des renseignements extérieurs marocains dans le cadre d'un contrat intitulé « Programme de communication institutionnelle entre la France et le Royaume du Maroc ». Des documents trouvés dans un des courriels utilisés par un fonctionnaire de la Cour royale instruisent de la nécessité de surveiller l'Algérie avec l'impératif de ternir son image, comme celle du Polisario également, précise encore le hacker. Le suivi de l'actualité et de l'évolution de la situation Algérie, de ses relations avec les pays et de toutes ses activités politiques et économiques, ainsi que l'analyse et la fabrication de vidéos avec des images et des actualités, mais également aussi d'autres tâches liées à l'examen et à la propagande, font partie de ce plan machiavélique marocain, selon le hacker américain. Le sport, avec le Mouloudia qui devra sortir le grand jeu ce soir pour obtenir un bon résultat lors de cette première manche du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique face à un club tunisien rompu aux compétitions continentales, le CS Sfaxien. En l'occurrence, c'est une rencontre qui se jouera au stade. Préparé ce maghrébin, reportage Abdelaziz Ben Salem, commentaire Sarah Derbal. Après une qualification méritée au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique, le Mouloudia d'Alger affrontera les Tunisiens de Sfax pour ce second tour. Une rencontre qui sera d'un autre niveau pour les poulains de Nabil Nriz, qui doivent être intraitables sur tous les plans afin de réussir le pari. تعتبر دربي مغاربي وين راح تلعب على جزئيات صغيرة، احنا نعرفوهم كما قلت وما يعرفونا، ولكن هذه شوط اول في ملعب 5 جويلية ان شاء الله نكونوا في يومنا، هذا واش نطلب ان اللاعبين يكونوا في يومهم وين ما نخدموش كثير الاخطاء ونستغل اي خطأ من عند الخصم باش يعني نفوزوا بالمباراة. وعلى العموم نظن باللي المعنويات راهي مرتفعة ونظن باللي الامور يعني راهي في يعني ماشية كما ينبغي. Même si cette rencontre verra l'absence de quelques joueurs, les coéquipiers de Abdelrahman Hachoud ambitionnent d'honorer les couleurs de l'Algérie. نحضروا لها بكل الجدية وين ما يختلف مع فريق صفاقس هذا العام راه كيما كيفنا في الكلاسمون كلش وين ان شاء الله يا ربي اليوم الاثنين ان شاء الله نكونوا بري ونفوزوا بالمقابلة ان شاء الله. التحضيرات راهي تمر في ظروف هادئة ورحنا بيان كونسونطري واعيين بالمسؤوليه اللي تستنانا ان شاء الله كما يقول لك ربي يوفقنا في هذه المقابله. Les Mouloudiens aborderont cette première manche de ce derby maghrébin avec la ferme intention de réaliser un bon résultat avant la manche retour. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.